Alors, je m'appelle Laurent Izard, je suis professeur d'économie. Je travaille principalement dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Et je suis l'auteur de quelques livres, notamment La France vendue à la découpe, qui est paru il y a 2 ans. Et puis plus récemment, un livre qui s'appelle À la sueur de ton front, qui est paru aux éditions de l'Artilleur il y a quelques semaines, et qui traite de la problématique du travail et de la souffrance au travail particulièrement dans notre pays. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs organismes qui publient assez régulièrement des statistiques très détaillées sur le chômage. Et notamment en France, on a d'un côté Pôle emploi et puis de l'autre côté l'INSEE. Et ces chiffres, forcément, sont sujets je dirais, à caution parce qu'ils traduisent des réalités différentes, si vous voulez. D'abord, on constate une différence entre les chiffres de l'INSEE et les chiffres de Pôle emploi. Ce n'est pas surprenant. Les modes de calcul sont différents et les publications sont datées différemment. La réalité, c'est qu'il est extrêmement facile, au milieu de très nombreux chiffres, de choisir ceux qui arrangent les communicants. Et je dirais que parfois, il y a chez nos gouvernants une communication qui est assez habile, voire un petit peu opportuniste. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il faut retenir qu'en réalité, il ne faut pas se limiter à ce que Pôle emploi appelle la catégorie A du chômage. Il faut aller plus loin. Et on nous dit régulièrement qu'on a un chômage qui tourne autour de 3 millions de personnes en France. Je pense que c'est une contre-vérité. La réalité, c'est qu'on est plutôt en réalité autour de 6 millions de chômeurs en France. C'est d'ailleurs ce que dit l'Observatoire des inégalités, qui est un organisme extrêmement sérieux, et qui dit clairement qu'en France, un quart des Français sont soit en recherche d'emploi, soit en situation de très grande précarité professionnelle. Donc on voit que le problème du chômage, c'est un problème vraiment central, qui est à la fois un gâchis économique, parce que c'est autant de richesses créées en moins, et puis c'est un drame humain dans de très nombreuses familles. Alors, je crois qu'il faut distinguer la souffrance physique au travail et puis la souffrance plus psychologique. Même si les deux sont en réalité assez liés finalement. Alors, en ce qui concerne la souffrance physique, on a des chiffres assez précis qui sont publiés régulièrement par des organismes qui dépendent du ministère du Travail notamment. Alors, sans citer de trop nombreux chiffres, il y a quand même certains qui sont très parlants. En France, il y a chaque année environ 600 000 accidents du travail, qui entraînent 35 000 incapacités permanentes et environ 500 décès. On a chaque année 50 000 nouvelles maladies professionnelles qui sont diagnostiquées et qui entraînent environ 400 décès. Et puis, on a une souffrance au quotidien physique. On a par exemple 34% des salariés qui sont exposés à des postures pénibles dans le cadre de leur travail. On a 18% des salariés qui subissent des bruits importants et pénibles. Donc voilà, il y a une vraie souffrance physique dans le cadre du travail. Et puis à côté de ça, on a aussi une souffrance psychologique alors qui est plus difficile à cerner parce qu'on a moins de chiffres et les chiffres sont plus difficiles à obtenir. Vous savez, quand il y a un suicide dans une entreprise, même si le suicide a lieu sur le lieu de travail, c'est souvent l'aboutissement dramatique d'un processus multifactoriel. Et du coup, on a un peu de mal, si vous voulez, à proposer des chiffres sérieux sur cette question. Mais enfin, la souffrance psychologique, elle existe, elle est réelle et elle est même, à mon sens, de plus en plus importante en France. On a par exemple les 2 tiers des salariés en France qui disent qu'ils sont stressés dans le cadre de leur travail, 66%. Vous voyez. Et on a un quart des Français qui se disent hyper stressés. Alors c'est grave parce que, outre l'inconfort, on va dire ça comme ça, mais ça peut aussi avoir des conséquences extrêmement graves, des burn-out, des dépressions, et puis comme on disait, des suicides. Voilà. Alors, ce panorama, il est un peu dramatique, et puis surtout, ce qui est dramatique, c'est que les chiffres n'évoluent pas dans le bon sens. On a un tout petit peu moins d'accidents du travail, on a une souffrance physique qui est peut-être un tout petit peu moins forte, mais à peine, et puis on a une souffrance psychologique qui n'arrête pas d'augmenter en France. Alors c'est un vrai paradoxe, et c'est un paradoxe que je souligne dans mon livre.
Si vous voulez, on a d'un côté des directions des ressources humaines qui font des efforts absolument incroyables pour essayer de faciliter la vie des salariés, hein, c'est une réalité. On parle même parfois de Chief Happiness Officer, vous voyez, on ne parle plus de chef du personnel, on parle de direction du bonheur, vous voyez, en entreprise. Et ça se traduit par des mesures concrètes, hein. Et puis aussi, on a un droit du travail qui est de plus en plus présent et qui est de plus en plus protecteur pour les salariés. Et les entreprises, aujourd'hui, à partir de certaines tailles, sont soumises à des obligations, par exemple, pour anticiper les risques, les fameux RPS, hein, les risques psychosociaux, et essayer de trouver des moyens d'éviter les accidents. Alors voilà, on a d'un côté cet effort qui est fait, et d'autre côté, comme vous le disiez, on a effectivement une souffrance au travail qui augmente et qu'on n'arrive pas à juguler. Alors, comment on peut expliquer ça? Ben, je crois que la cause première, c'est le fait que, quoi qu'elles fassent, les entreprises, finalement, sont un peu contraintes involontairement de reporter sur leurs salariés la pression qu'elles subissent elles-mêmes du fait de l'intensification de la concurrence internationale. Il y a toujours des contraintes de chiffres, des contraintes de rentabilité, des contraintes de résultats qui sont de plus en plus fortes et forcément les salariés sont mis à contribution. Alors déjà, il y a une première remarque que l'on peut faire, c'est qu'on connaît depuis les années 90 une intensification de la mondialisation. Et on peut constater que c'est à partir des années 90 qu'on a un phénomène d'aggravation de la souffrance au travail. Alors, en fait, on a une interdépendance de plus en plus forte des économies nationales. Et cette interdépendance se traduit par un certain nombre, si vous voulez, de convergences. On a une convergence des impératifs de rentabilité des entreprises. On a aussi une convergence, on constate des pratiques managériales, vous voyez. Et par exemple, dans mon livre, j'étudie les conséquences de la généralisation de ce qu'on appelle le Lean Management, qui en fait est une méthode de management qui est tout à fait répandue dans de très nombreuses entreprises, qui a été présentée souvent auprès des salariés comme étant un moyen, je dirais, de rationaliser le travail, d'éviter les tâches inutiles, mais qui en pratique s'est traduit par une détérioration des conditions de travail des salariés. Voilà. Donc on a, si vous voulez, cette liaison qui est très forte entre des pratiques managériales qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, et qui sont souvent beaucoup moins respectueuses, je dirais, des impératifs psychologiques et biologiques de l'être humain que les modèles managériaux français. En fait, on est en train de perdre le modèle social français peu à peu. Je disais que la mondialisation s'était intensifiée dans les années 90, mais elle n'est pas née dans les années 90. Hein. L'internationalisation des échanges, ça existe depuis l'Antiquité, peut-être même avant. Et justement, il se trouve que cette internationalisation des échanges, ces relations économiques croisées, ont été des facteurs forts de croissance, hein, et de création de richesses dans le monde. Donc il ne s'agit pas de condamner la mondialisation et de dire que finalement c'est un phénomène tout à fait récent et anormal ou anachronique. Alors, ce qu'il y a quand même, c'est que on peut dire que la mondialisation telle qu'elle est vécue aujourd'hui ne fait pas, si vous voulez, que des gagnants. Alors, c'est peut-être un phénomène qui est naturel, hein, il y a des échanges croisés, mais je crois que c'est aussi un phénomène qui repose sur un certain nombre d'idéologies, de dogmes qui sont erronés, et notamment celui selon lequel la mondialisation ne ferait que des gagnants. La mondialisation génère des gagnants et elle génère aussi des perdants. Alors c'est vrai État par État, mais c'est vrai aussi au sein d'un État comme la France. En fait, on est, si vous voulez, un petit peu soumis encore au dogme, je dirais, ricardien, vous savez, des avantages comparatifs selon lesquels on a intérêt à délaisser finalement un certain nombre de secteurs, un certain nombre de productions pour les confier à un autre pays qui serait meilleur que nous. Alors, c'est assez cohérent, hein, c'est tout à fait logique. Seulement, si on prend l'exemple de la France, on voit que ce raisonnement a conduit à abandonner, par exemple, une grande partie de notre secteur industriel et donc à perdre pratiquement 3,5 millions d'emplois en 40 ans. Emplois qui n'ont jamais été compensés par des créations d'emplois dans le secteur tertiaire, hein, dans les services. Voyez. Et puis,
je crois aussi qu'il y a quelque chose de, pour répondre à votre question, de pas très naturel hein, dans la mondialisation actuelle. C'est le fait que, quelque chose d'assez, je dirais, incohérent. On est persuadé que sur un certain nombre de secteurs en France, on a forcément une longueur d'avance, je dirais, structurelle, qui nous permettrait d'être à l'abri de la concurrence internationale. Alors c'était peut-être vrai il y a encore 20, 30 ou 40 ans, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Si vous prenez un certain nombre de secteurs très importants en France, comme l'automobile, comme l'aérien, l'aéronautique, eh bien, on se rend compte qu'on va être de plus en plus dans les années à venir concurrencé par les Chinois, par exemple, qui vont déferler sur le marché avec des voitures à 5 000 €. On voit un constructeur aéronautique qui s'appelle Comac, qui n'est pas encore très connu en France, mais qui va produire très prochainement des avions de ligne, qui seront moins chers que les Boeing ou les Airbus. Vous voyez, et tout à l'avenant. Même le secteur du luxe est concurrencé aujourd'hui par les Chinois. Donc il faut abandonner ce dogme hein, de la longueur d'avance incompressible que l'on aurait grâce à notre intelligence, grâce à notre capacité d'innovation. En réalité, nos concurrents ont une capacité d'innovation aujourd'hui qui est au moins égale à la nôtre. Moi, je crois qu'il y a déjà une chose qui est très intéressante à dire sur ce point, c'est que jusqu'à une période très récente, pratiquement personne ne parlait de réindustrialisation de la France. Il a fallu attendre en fait, la crise sanitaire pour qu'on se rende compte des risques que nous prenons, à voir par exemple que 80% des principes actifs des médicaments sont fabriqués dans deux pays, hein, l'Inde et la Chine, voir que nous sommes incapables de fabriquer des masques, vous voyez, bon. Voilà. Il y a une espèce de prise de conscience qui me semble assez partagée, à gauche comme à droite d'ailleurs, et ça c'est tout à fait intéressant. Alors, est-ce qu'on peut réindustrialiser notre pays ? Je dirais que je pense que c'est possible sur un certain nombre de secteurs, et notamment lorsque les industries sont assez automatisées et n'exigent pas trop de main-d'œuvre, parce qu'on a un différentiel de coût de main-d'œuvre qui est insupportable en réalité entre certains pays, notamment asiatiques, et puis la France. Alors, on réfléchit actuellement, hein, je dirais, à réintroduire en France un certain nombre d'industries. Ça ne peut pas être un phénomène à la fois immédiat et un phénomène global. Une fois encore, parce que si on a abandonné l'industrie, il y avait des raisons quand même, hein, des raisons de différentiel de coûts ou autres. Mais on se rend compte aussi des coûts logistiques, des délocalisations. On se rend compte aujourd'hui des problèmes de qualité, on se rend compte des problèmes de transport, des problèmes de délai, et puis des problèmes aussi écologiques qui sont liés au transport. Donc on a, je pense, une vraie volonté de vouloir réindustrialiser modérément, on va dire, mais vraiment réindustrialiser notre pays. Alors, ça passe par un choix, je dirais, de secteurs stratégiques qu'il faudra aider. Ça passe par une évolution des modes de financement des entreprises. Et je dirais que là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire quand même. Alors j'aime bien votre terme de régulation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Personne aujourd'hui ne songe sérieusement à vivre en autarcie, voyez, dans une France qui produirait tout ce dont elle a besoin, c'est exclu, c'est impossible. Bon, maintenant, on peut quand même, je pense, essayer de mieux réguler la mondialisation. La difficulté, si vous voulez, c'est que ça suppose au préalable de recouvrer une forme d'indépendance à la fois économique et politique. Et cela suppose, je dirais, de recouvrer une certaine forme de souveraineté politique sans laquelle on ne peut rien faire. Vous savez, on est engagé dans un certain nombre, dans un grand nombre d'accords internationaux, et puis on est dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, donc on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on voudrait faire. Mais je pense que si on veut parvenir à essayer de lutter efficacement contre cette souffrance au travail, ben, je pense nécessaire quand même de poser un certain nombre de cloisons. Je pense par exemple à des dispositifs fiscaux, si vous voulez, qui permettraient de recréer une concurrence un tout petit peu plus équilibrée, un tout petit peu plus saine entre les entreprises françaises et les entreprises d'autres pays.
Alors, moi, je ne vois aucun inconvénient, par exemple, à instaurer des taxes à l'entrée pour les produits provenant de pays qui ne respecteraient pas les droits de l'homme ou qui ne respecteraient pas un minimum de contraintes écologiques. Voilà, ça me semble être du bon sens, mais aujourd'hui, juridiquement, c'est compliqué, vous voyez. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que pour desserrer cet étau qui enserre nos entreprises, eh bien, il est nécessaire de leur permettre, je dirais, d'avoir un financement plus pérenne et plus facilité que ce qui est le cas aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on a de très nombreuses entreprises qui sont obligées, pour assurer leur croissance, voire leur pérennité, qui sont obligées d'accepter des capitaux étrangers, donc des investisseurs étrangers qui entrent dans leur capital et qui ont des objectifs de rentabilité à très court terme, parfois, qui nuisent forcément à la sérénité du travail, qui imposent des contraintes nouvelles aux salariés. Et voilà, moi je pense qu'il faudrait revoir en profondeur les systèmes de financement de nos entreprises. Voilà quelques pistes possibles, si vous voulez. Puis après, d'un point de vue juridique, il y a aussi, à mon avis, des choses à faire. Hein. Et puis sur l'organisation, par exemple, de l'inspection du travail, je pense qu'il y a des progrès à faire. Il faudrait davantage d'inspection du travail, c'est une évidence pour moi. Ce que ça change principalement, c'est que les employés ubérisés ne sont pas juridiquement salariés. Et donc ils ne sont pas couverts par le droit du travail. Donc lorsque vous avez un livreur qui vous livre quelque chose, un bon plat chez vous, lorsque vous prenez un Uber pour vous déplacer dans Paris, eh bien vous savez que finalement vous faites travailler une personne et puis cette personne n'est pas protégée, par exemple en cas d'accident du travail, en cas de maladie professionnelle. Alors, il y a des progrès là-dessus quand même, parce que la Cour de cassation récemment a rendu plusieurs décisions ponctuelles qui reconnaissaient le statut de salarié à certains employés ubérisés de certaines entreprises. Mais le vrai problème de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'ubérisation, et ces entreprises elles se font concurrence. Donc, moi, il se trouve que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs employés ubérisés, et ils me disent que déjà, les choses ont beaucoup changé en 1 ou 2 ans. Ils sont obligés de faire de plus en plus de missions pour arriver à avoir une rémunération acceptable. Parfois d'ailleurs, tout à fait illégalement, ils sous-traitent ces missions à d'autres personnes qui n'ont pas de carte, voire même à leurs enfants mineurs pour faire des livraisons, vous voyez. Et tout ça, finalement, ça conduit à détourner, à contourner tous les dispositifs de protection qui ont été mis en place depuis une centaine d'années pour nos salariés. Vous voyez. Donc c'est un phénomène qui me paraît aujourd'hui extrêmement dangereux. Vous avez dit l'essentiel, hein, c'est-à-dire que le droit à déconnexion, oui, il existe, effectivement, mais comme tous les droits, il n'a de sens que si son titulaire le met en œuvre, s'en sert. Or, aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, notamment en préparant ce livre, c'est que beaucoup de cadres, par exemple, ne tiennent pas compte de ce droit à déconnexion. Alors pourquoi ? Certains, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être licenciés, hein, d'autres parce qu'ils espèrent une promotion, et donc ils acceptent des horaires de travail absolument infernaux. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un banquier qui ne quitte, je cite beaucoup d'exemples dans le livre, donc voilà, je peux citer celui-là, un banquier qui finit ses journées de travail vers 23 h, minuit, rarement avant, et qui est à nouveau au travail le lendemain à 7 h, 8 h du matin, vous voyez. Il y a aussi, je dirais, la volonté pour certains de jouer leur rôle de chef auprès des salariés, de montrer qu'ils sont là les premiers, qu'ils partent les derniers. Il y a un petit peu de ça, vous voyez. Mais à l'arrivée, on se rend bien compte que ce droit à déconnexion, il est rarement mis en œuvre devant les tribunaux. Il y a très peu de décisions de justice devant les prud'hommes. Donc c'est une bonne chose, mais voilà, c'est tout à fait insuffisant. Et puis alors, ce qui est aussi remarquable, c'est que on constate que ce phénomène ne touche pas que les cadres, finalement. Vous voyez. Il y a aussi des salariés qui, par exemple, aujourd'hui, pour les mêmes raisons, la peur du chômage, la peur d'être mal vu par leur supérieur hiérarchique, par exemple, malgré un arrêt maladie, une vraie maladie, ils retournent travailler, vous voyez, parce qu'ils ont peur. Voilà. C'est ce climat de tension qui est absolument condamnable, qui n'est pas serein et qui, pour moi, de mon point de vue, n'est pas normal.
C'est difficile à dire, parce que si on laisse de côté la crise sanitaire et qu'on se projette de façon peut-être un peu optimiste un petit peu en avant, on a en réalité un double mouvement. D'un côté, effectivement, il y a un mécontentement alors qui concerne la souffrance au travail, mais on n'en a pas parlé, qui concerne aussi les rémunérations, le pouvoir d'achat, qui concerne les projets d'évolution des retraites. Et puis, d'un autre côté, on a, je dirais, une certaine acceptation, à mon sens, de la mondialisation et de ce qu'elle entraîne. L'idée du village planétaire, ça ne concerne pas que les cadres supérieurs. Les salariés ont aujourd'hui de plus en plus conscience de faire partie d'un ensemble où les règles doivent s'harmoniser, mais en ce qui nous concerne, c'est une harmonisation par le bas. Et moi, je constate souvent une espèce de résignation en fait, des salariés. Alors, j'exclus pas qu'il y ait d'autres mouvements d'ampleur parce que cette souffrance au travail, elle est considérable. C'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Elle est très forte, elle est souvent muette, d'ailleurs invisible, on en parle très peu, mais elle existe. Et elle peut peut-être se traduire par d'autres mouvements d'ampleur comme celui des Gilets jaunes. C'est fort possible.